Et je vous demande d'accueillir, avec un peu de musique, Guy, Eye of the Tiger, Rafour. Parole est à toi. Bon, merci. Voilà, le micro, c'est mieux. Bonjour à tous. Donc, bienvenue à la capitale pendant 3 jours du e-tourisme institutionnel à Pau, dans notre Tour de France, puisqu'il passe ici, mais notre Tour de France dans toutes les nouvelles tendances. Et mon propre Tour de France va commencer là pendant une demi-heure. Donc, on va démarrer. Voilà. Alors, je commence. Donc, ça fait 30 ans, dans quelques mois, qu'on analyse tous les comportements des touristes et des voyageurs d'affaires, et puis également, évidemment, du e-tourisme avec un focus dessus, puisque ça fait 22-23 ans qu'il a démarré. Et donc, ça fait, je vous dis, bien avant que j'avais déjà commencé à m'intéresser à tout ce qui était nouvelles technologies, puisque ce qu'il faut vraiment retenir, c'est que l'innovation, c'est bien, mais il faut vraiment qu'elle passe en termes d'utilité, de simplicité et d'utilisation, donc d'usabilité auprès des gens. Parce qu'on peut toujours inventer des choses. Si les gens ne savent pas s'en servir ou il n'y a pas une véritable utilité, finalement, ça ne marchera jamais. Donc il faut toujours garder l'aspect usage de tout ce que l'on peut imaginer, créer, et notamment, je pense aux startups qui parfois oublient tout simplement l'analyse de marché et ce qu'on peut vraiment faire des choses que l'on crée. Donc toujours cette notion de simplicité d'accès, pour que le premier cordé passe aux autres, puisque vous avez entendu ça en même temps. Voilà, alors très rapidement, les 2 méthodologies des 2 baromètres, parce que cette année, je vous ai mis des résultats également de notre baromètre auprès des agents de voyage. Pourquoi les méthodologies, c'est important? Parce que si vous ne savez pas comment une étude a été faite, elle n'a pas forcément de valeur. Si la méthodologie est bonne pour une étude, vous pouvez effectivement derrière vous appuyer sur les résultats. Donc faites très attention quand vous regarderez des résultats d'une étude de X ou de Z, eh bien regardez la méthodologie qui a été employée pour qu'elle soit réalisée. Alors les 2 baromètres, le premier c'est le baromètre auprès des agents de voyage, on l'a fini il y a 10 jours. Donc c'est vraiment la première fois que je présente les résultats auprès de professionnels. On a interrogé 210 agents de voyage. Pourquoi les agents de voyage? Parce que ce sont des gens qui voient, comme les offices de tourisme, des touristes. Dans les agents de voyage, il y a des gens qui ne sont pas encore partis et les gens qui viennent les voir sont vraiment dans la recherche effectivement d'un séjour. Donc pourquoi on les interroge? Pour capter finalement ce que les agents de voyage perçoivent de ces nouvelles tendances. Donc on a interrogé 210 qui sont représentatifs du réseau des agents de voyage par un certain nombre de critères. Et puis on les interroge sur la discussion qu'ils ont avec leurs clients, sur justement toutes les nouvelles tendances qu'ils ont pu percevoir. Est-ce qu'ils sont prêts à dépasser leur budget? On en parlera tout à l'heure. Est-ce qu'il y a l'économie collaborative qui prend également dans le domaine du voyage grand public, on le sait, mais du voyage d'affaires? Qu'est-ce qu'il faut prévoir en termes d'accompagnement par rapport à un client, etc. Donc il y a près de 70 questions qui sont posées comme ça. Je vais vous présenter quelques résultats. Et le deuxième baromètre que vous connaissez davantage, qui est notre baromètre auprès des Français, là ce sont des enquêteurs professionnels qui interrogent les Français pendant 1 heure. Donc ça a été fait au mois de janvier et de février. Enquêteur professionnel, pourquoi? Parce qu'il faut savoir poser les questions. Cet entretien, c'est important à la fois d'aller rechercher la réponse, mais en même temps d'écouter aussi. Il y a du quali et du quanti. Et 1 heure d'entretien, c'est beaucoup. Il y a une centaine de questions. Et c'est à partir de ce travail donc, que chaque enquêteur, en fait, a des quotas à respecter. Nous, on crée, avec les résultats de l'INSEE, un plan de sondage, un plan d'échantillonnage. Et on donne des quotas respectés aux enquêteurs qui vont faire l'interview pendant 1 heure avec des quotas croisés. Des quotas croisés, donc c'est sexe, âge, région, CSP, catégorie socio-professionnelle, donc, et puis la taille de la commune et région. Donc vous avez ces 5 critères qui sont mis ensemble, ça donne des matrices, et ils respectent ces quotas, et donc c'est représentatif, on peut extrapoler à la population des 15 ans et plus. Il y a énormément de thèmes que vous pouvez voir là, qui sont abordés dans ce baromètre. Je vais vous en présenter quelques-uns aujourd'hui. Voilà. Et dernier point sur la méthodologie, c'est important. La DGE, la Direction Générale des Entreprises, fait depuis des années le suivi de la demande touristique, le SDT. C'est une étude qui est intéressante. Nous, on se base, notre critère, ça a été de prendre que la catégorie 1 sur les 6 que vous voyez à gauche, qui existent. On se centre sur les loisirs, la détente, les vacances.
Donc on exclut les 2 à 6 catégories autres, c'est-à-dire les visites à des parents, les missions, les pèlerinages, les séjours de santé, séjours commerciaux. On est vraiment dans le loisir, la détente et les vacances. C'est très important par rapport aux chiffres que je vous montre après, parce qu'on est sur un prisme, mais volontaire, on est vraiment dans la détente, les vacances. Et même quand on interroge les Français, s'ils sont allés dans leur résidence secondaire, eh bien, c'est pas pour réparer la maison ou tondre la pelouse, mais c'est vraiment pour être allé en vacances, y compris dans la famille ou les amis, c'est pas pour les aider à déménager. Donc on est vraiment dans cette notion de loisir. Alors bon, je sais que c'est très attendu, donc, et ça demande finalement beaucoup de travail, les photos. Ça, c'est le chat de la voisine. Il y a une chanson. Hein. Voilà, il regarde. Alors, justement, est-ce que les vacances, c'est un besoin vital pour les Français? Alors, apparemment, le 16-9e, il a décollé un petit peu, mais le N est bien complet. Donc, les vacances, est-ce qu'un besoin vital pour les Français? Oui. On est à 55% de Français qui estiment que c'est un besoin vital, pour lequel ils sont prêts à sacrifier d'autres dépenses. C'est une data, on pose cette question depuis donc 15 ans qu'à ce baromètre. Ça aussi, c'est un énorme avantage avec une méthodologie comme ça, c'est de suivre sur 15 ans les évolutions des comportements touristiques. Parce que si on ne regardait qu'une année, finalement, on se dirait, bon, il y a ce résultat-là. Mais quand vous avez une évolution que vous constatez d'une année sur l'autre, vous voyez ce qui est en train d'arriver. Et on pouvait même faire des projections, évidemment, sur les comportements. 55%, c'est énorme, encore une fois, jamais vu. On a 5 points de plus en un an, et là, c'est pour l'année 2017, c'est cette année, ce besoin vital. Et l'année 2016 était particulièrement éprouvante pour les Français. Enfin, si vous reportez un tout petit peu en arrière, il y a eu évidemment des grèves très dures, il y a eu les inondations, il y a eu la préparation de l'euro, il y a eu des attentats, etc., etc. On passe parce qu'on essaie d'oublier. Et c'est vrai que ça a créé un climat où finalement les gens ont emmagasiné. Alors d'abord, ils sont partis parce qu'ils ont envie de fuir aussi la réalité quotidienne. Et puis, ils ont gardé cette appétence à partir parce qu'ils voient bien, et on reviendra là-dessus, que ça leur fait énormément de bien de partir, de s'aérer, de se distraire, de changer les idées, de se retrouver avec sa famille ou sa tribu ou ses amis. Pas avec les collègues de travail. Hein. Quand on demande à qui vous préférez être accompagné, c'est 1% pour les collègues de travail. Donc, bon, ici, je crois que vous êtes venus à plusieurs, vous êtes venus travailler. Mais en tout cas, c'est pas les collègues. Mais par contre, famille, amis, oui, ça, c'est quelque chose qui ressort très fort en accompagnement. Et bon, donc ce oui, c'est important pour vous. Parce que ça veut dire qu'en tant qu'opérateur touristique, vous savez que vous avez déjà finalement 5,5 Français sur 10 qui sont devant vous et qui ont ce besoin vital. Seulement, ils n'ont pas un budget qui est extensible, on va voir tout à l'heure, mais ça, c'est important parce qu'ils sont prêts à écouter tout ce que vous pouvez leur proposer et surtout à consommer jusqu'à la dernière minute des choses, et notamment, on le verra avec le M-Tourisme, quelque chose qui est très présent. Et je vous ai mis le tri croisé du besoin vital par âge. Donc 55% en moyenne, et regardez par âge, vous avez une pointe chez les 35-49 ans, 64% de besoin vital. Et la deuxième catégorie la plus importante en termes d'âge pour le besoin vital sont les jeunes, 15-24 ans. Donc quelque chose qui d'ailleurs va produire des effets après quand ils vont avoir de plus en plus de revenus pour pouvoir consommer, parce qu'à cet âge-là, ils n'en ont pas beaucoup. 25-34 ans, 52%, 50-64 ans, 54%, et puis après 65 ans et plus, mais pour d'autres raisons. C'est pas forcément, c'est pas d'abord le besoin vital s'estompe petit à petit aussi, forcément, mais c'est aussi après des possibilités en termes de santé ou autre. Mais ce besoin vital, voyez, retenez bien qu'il est différent selon les tranches d'âge. Mais là aussi, très fort potentiel, puisque les 35-49 ans, ce sont les catégories qui partent le plus. Alors ça, j'ai emprunté une photo à Thomas Pesquet qui tweetait ces photos absolument magnifiques. Voilà, donc il avait mis que c'était le V des vacances. Donc c'est pour ça que je l'ai reprise. Et d'ailleurs, comme on voit la mer, j'ai mis juste un petit rappel, puisque quand on a vu les élections qu'on a eues aussi cette année, extrêmement difficiles, je me suis aperçu de beaucoup de méconnaissances de la part des concitoyens sur ce qu'était la France, sa place dans le monde, dans les traités, dans l'Europe, dans l'Union européenne, et puis sa puissance au total, 5e puissance économique mondiale, et c'est la 2e puissance maritime au monde, après les États-Unis. Donc c'est quand même intéressant à savoir.
Voilà, alors ça c'est le tableau de bord des taux de départ des Français, encore une fois avec ce prisme volontaire sur les séjours de loisirs des temps de vacances. Ça c'est vraiment ce que font les Français. Donc vous avez 34% qui font du court séjour marchand, donc 1 à 3 nuits avec de l'hébergement payant. C'est un chiffre qui est élevé. C'est un petit peu baissé entre 2015 et 2016, mais en 2015, on avait un chiffre très élevé à 37. Donc on est à 34, donc c'est un chiffre qui s'est maintenu très élevé. Les courts séjours marchands d'une à 3 nuits, ça marche bien. Et ça, c'est quelque chose parce que ça permet aussi aux gens d'assouvir ce besoin vital sans forcément trop dépenser. Même si le rapport du coût du transport par rapport à la durée de séjour est important, en tout cas, ce court séjour, ça marche bien. Ça se développe beaucoup, et puis notamment avec toutes les nouvelles formes d'hébergement et de transport qui sont très fortes sur ces propositions de court séjour. Ensuite, vous avez les longs séjours non marchands. Ils ont baissé d'une année sur l'autre, 25%. Ce sont les séjours en famille, amis, résidence secondaire. Il y a 2 raisons principales de la baisse des longs séjours non marchands, parce qu'on pourrait se dire, au fond, quand les budgets sont tendus, etc., pourquoi les gens partent moins en long séjour non marchand? Parce qu'une partie part du coup, met de l'argent de côté pour partir en long séjour marchand, et je vais revenir dessus, et une autre est fragilisée par l'absence de budget, et donc ne peut plus partir, puisqu'on va venir au taux de départ global. Donc il y a 2 raisons qui sont diamétralement opposées derrière un chiffre. Et puis vous avez, alors là c'est le grand phénomène de ces dernières années, que l'on a vu monter, c'est le long séjour marchand, donc 4 nuits et plus en hébergement payant. Alors là, les Français nous disent très clairement, et d'ailleurs je viens de lire dans Ça m'intéresse cette semaine, que le fait de changer les choses, ça développe les neurones. Donc tout ce qui est changement, quel qu'il soit, développe les neurones. Alors peut-être que consciemment les Français le sentent, mais surtout ils nous le disent. Ils nous disent pourquoi je pars, même si c'est un effort supplémentaire, je préfère partir un petit peu moins longtemps, mais changer. Et d'ailleurs, on l'a vu aussi pour les élections. La soif de changement, hein, tout ça, c'est lié. Hein, tout ce qui se passe, évidemment, dans les comportements des Français se retrouve dans les comportements touristiques. Et donc, le fait de vouloir changer, c'est une quête de sens. Le sens, parce qu'on va tout choisir. Puisqu'on choisit l'hébergement, tout le reste va être choisi. Et donc, cette notion de choix, de maîtrise de ce que l'on fait, de sens, donc d'intensité aussi du séjour, font que, encore une fois, on n'a pas plus de budget, mais on va choisir le séjour, changer, revenir avec beaucoup plus d'idées, de choses différentes, et du coup, voilà, raconter davantage, être beaucoup plus finalement reposé, intellectuellement à tout point de vue, hein, c'est pas forcément physiquement si on a fait du sport, mais parce qu'on aura changé. Le total des Français partis était de 63% en 2016. Il était en hausse par rapport à 2015, mais avec moins de types de séjours. C'est-à-dire que là aussi, quand on met la loupe sur les données des Français, en fait, on a eu une augmentation du taux de départ des Français, mais moins de types de séjours. Donc, oui, plus de gens partis, en tout cas. Voilà. 63%, ça veut dire qu'à contrario, 37% ne sont pas partis en séjour de loisirs des temps de vacances en 2016. Pour 2 raisons principales, 50% pour des questions de manque de revenus et 50% pour d'autres raisons, enfants en bas âge ou personnes âgées à s'occuper, problèmes de santé, changement de travail, etc. Et puis aussi une partie de ces 50% parce qu'on a peur de partir, parce qu'on ne sait pas partir, parce qu'on va perdre ses références, sa manière de vivre au quotidien. Et il y a plein de gens comme ça qu'il faut, ce n'est pas une question forcément financière de ce point de vue-là, c'est qu'il faut les accompagner pour partir. Donc tout ce qui est associations qui peuvent aider à les faire partir, c'est important. Et pour les problèmes de revenus, tout ce que le travail que fait le Secours populaire, l'Agence sociale des chèques vacances, les comités d'entreprise qui aident aussi les gens à partir en famille et autres, tout ce qui peut être une aide au départ, évidemment, c'est quelque chose qui est très important. Voilà. Alors, on va justement voir France, les départs en France par rapport à l'étranger et les dom-tom. On met « et » parce que évidemment, ce n'est pas l'étranger en tant que telle nationalité, mais c'est une question géographique. Donc on les met là, parce que les Français nous disent bien, quand je vais dans les dom-tom, je vais à l'étranger, mais évidemment, ils vont en France. Et d'ailleurs, évidemment, une pensée toute particulière pour les Antilles, après ce qui s'est passé, pour tout ce qui doit être reconstruit.
On les voit à gauche dans cette vieille map-monde que j'ai vue dans le bureau de la ministre des Armées pendant les Journées du patrimoine, Florence Parly, qui a beaucoup de travail. Et là, je vous ai rappelé également quelques chiffres importants, parce que je vous le disais, mes connaissances finalement au total des enjeux de l'Europe. Alors l'Europe, évidemment, on entend comme ça parler, mais l'Europe, d'abord, elle est extrêmement importante pour notre pays, et on voit ce qui s'est passé avec le Brexit, ça va durer avec des négociations, et finalement, certainement, et on le voit, il regrette quelque part ce départ, mais ça nous fait aussi un coup à nous, puisque l'Angleterre, Grande-Bretagne était avec nous depuis longtemps, depuis l'origine, mais l'Europe, au-delà encore une fois de l'Europe touristique, c'est également un continent où on se parle, hein, c'est important, et on peut construire la paix. Et la paix, ça ne va pas de soi. Moi, je sais, quand on va à des réunions à Bruxelles, c'est vrai, on est tous différents, mais c'est cette richesse-là de confrontation des différences qui fait qu'on crée des choses intéressantes et qu'on essaie d'avancer ensemble plutôt que s'envoyer des invectives. Et regardez le monde aujourd'hui, il y a un réel manque de dialogue au niveau global. On va voir ce que vont donner les élections autrichiennes, mais on n'est jamais à l'abri de ce qui peut se passer. Voilà. Donc il faut y penser. Et ne serait-ce que des gens qui voulaient sortir, par exemple, de la zone euro, sans le savoir d'ailleurs, on l'a très bien vu, mais en tout cas, c'est quand même 19 pays. Et les touristes le disent très bien, on passe d'un pays à l'autre extrêmement facilement grâce à l'euro. Et ça, c'est un atout pour le tourisme, 19 pays, qui représentent 339 millions de personnes qui ont la même monnaie. Il faut quand même se rendre compte, bon, pour les plus jeunes, ils ne l'ont peut-être pas vu, mais quand on a vu naître l'euro, c'est quand même quelque chose d'extraordinaire. On a abandonné notre, pas au sens péjoratif, notre monnaie nationale pour avoir une monnaie commune. Et pour les échanges, c'est assez extraordinaire. Autre chose, l'Union européenne, ce sont, alors 28 moins 1, 27 pays, et 490 millions d'habitants qui peuvent comme ça circuler librement. Ça ne veut pas dire qu'il n'y ait pas des contrôles aux frontières pour des problèmes, mais qui circulent librement. Et l'espace Schengen, 26 pays membres, dont 22 de l'Union européenne. Donc tout ça, c'est important. Et ça ne se défait pas comme ça rapidement, sans qu'il n'y ait de conséquences. Et pour le tourisme, c'est particulièrement important, puisque 80% des flux rentrants ou des flux sortants, c'est vis-à-vis de l'Europe. Et vous le savez très bien. Alors les Français, quand ils partent à l'étranger, vous voyez, c'est 79. Quand ils partent, 79 partent en France. C'est le pourcentage sur les Français partis cette fois-ci. Ce n'est pas sur les 15 ans et plus. On prend les Français partis. On a 79% qui partent en France. Je vais vous montrer l'évolution après. 34% qui partent à l'étranger et qui profitent de tout ce que je viens de vous évoquer. Donc 11,5 millions de personnes. Pour la France, 26,7 millions. Et il y a 13% qui font les deux. Donc voilà, 4,3 millions qui vont France métropolitaine et étrangers plus dom-tom. Et alors, ce qui est intéressant de voir, c'est que quand on demande aux agents de voyage quelles sont les destinations que vous voulez le plus développer, on leur donne toute une liste, ils mettent en premier la France. La France, ils veulent développer, parce qu'ils voient bien qu'il y a un marché. Et ça, je vous le dis aussi, parce que c'est important que vous, en tant qu'opérateur, vous pensiez avoir des offres packagées pour les agents de voyage en tant que réseau de distribution, parce que c'est un réseau extrêmement intéressant, souvent dans les flux de passage, souvent ouvert évidemment à l'heure du déjeuner, le soir, le samedi, avec des animations, un accompagnement du tourisme. Et tout ça, ça concourt évidemment à développer l'appétence pour notre pays. Alors, en termes d'évolution, avant d'évoluer, alors ça c'est une photo que j'ai prise à Erquy. J'ai fait une conférence cette année pour Sensation Bretagne, qui est une association extrêmement intéressante des villes du littoral breton. Et il y avait ce coucher de soleil, alors magnifique. Et ma conférence, je l'ai faite au-dessus du local où il y avait la criée. Donc mais ils n'étaient pas en train de crier, hein, parce que crier c'est rier. Voilà, c'était en tout cas un coin magnifique où Astérix aussi. Enfin, Goscinny et Uderzo se sont inspirés. Alors, l'évolution pour les départs en France métropolitaine, voilà, vous voyez, on est à 79%, donc, pardon, 79%, c'est comme quand on présente la météo, là, c'est par là. 79% donc, pour la France en 2016. Vous voyez que le pourcentage, on est toujours finalement
entre 76 et disons 80%, 81 même en 2013. En termes de millions, cette fois-ci, ça a augmenté puisque il y a un peu plus de Français qui sont partis. Et puis, il y a l'augmentation de la population française d'une année sur l'autre, c'est de l'ordre de 270 000 habitants de plus. Et donc, forcément, à force, ça fait plus de personnes parties, mais une grande stabilité en termes de pourcentage. Et en termes de millions, évidemment, ça augmente. Voilà, alors ça, c'est dans l'Eure, magnifique champ de blé. Alors, c'est pour parler du budget, puisque le blé, dans l'expression populaire, parce qu'il y en a d'autres qui sont populaires, mais je ne les dirai pas. Donc, champ de blé, magnifique. Voilà. Et il y avait des candidats, puisque c'était pendant les élections, et ils avaient mis comme slogan « c'est l'heure de vérité ». Bref. La part des Français donc partis en long séjour marchand qui prévoit un budget vacances. Voilà. Alors ça, retenez-le bien, c'est très important. 67% des Français donc prévoient un budget vacances. On n'en sort pas, c'est-à-dire qu'on est toujours proche de 70% parce qu'ils ne veulent surtout pas partir à crédit. Sur 21 nouveaux comportements mesurés, partir à crédit, c'est le 21e. Donc pas de départ à crédit parce qu'on ne veut pas se soucier d'avoir à rembourser quelque chose. Donc départ non à crédit, mais en mettant de l'argent de côté, petit à petit, 67%. Et quand on demande aux agents de voyage, est-ce que les gens qui viennent vous voir, est-ce qu'ils prennent un budget, on arrive, alors c'est absolument incroyable, ce n'est pas forcément la même population, c'est plutôt des gens qui partent à l'étranger, qui vont les voir, des gens qui se déplacent, etc. Mais on est au même pourcentage, 67%. Donc c'est totalement intangible. Près de 70% des Français prévoient un budget pour pouvoir partir, parce que, encore une fois, ils ont ce besoin vital de partir. Du coup, j'ai pris exprès cette photo parce que c'est pas loin du bureau, mais vous savez, il y a les 5 petites tours Eiffel pour 1 euro, et évidemment, les gens, ça les intéresse pas trop, ils veulent la grande, mais là, le budget, c'est pas le même. Alors, il y a une grande négociation qui se fait à chaque fois. Bon, voilà. Les clients des agences sont-ils prêts à dépasser? Parce que là, on leur a posé la question, et c'est oui. Mais c'est un petit oui, c'est difficilement. Encore une fois, les gens sont conscients qu'ils veulent, bon, okay, ils partent, mais ils vont faire attention quand même tout au long de leur séjour. Ils vont prendre plutôt des menus qu'à la carte, ils s'arrêteront peut-être moins longtemps, ils ont appris à dire non à leurs enfants, ils vont regarder les prix, comparer, et donc le comportement, là aussi en 15 ans, a considérablement changé des Français. Avant, finalement, c'était bourse déliée, et maintenant, non, on fait attention, parce qu'on est en budget contraint, et on va le respecter. Donc ce qu'ils peuvent prendre en plus, ils vont y réfléchir, et surtout, vraiment le conseil, c'est même s'ils ne le souscrivent pas tout de suite, surtout soyez très transparents sur le prix des options, sur ce qu'ils pourraient éventuellement prendre sur place. Parce que toute annonce préalable de ce qu'ils peuvent prendre sur place, eh bien, va leur permettre peut-être de mettre un peu d'argent de côté et finalement de le prendre. Et quitte à faire un prix spécial aussi s'ils le réservent avant. Donc ça, c'est des conseils qu'on a donnés aux croisiéristes et qui ont été mis en œuvre d'ailleurs et à succès. Parce que si on découvre sur place des options beaucoup trop élevées qu'on ne peut pas se payer, il y a une sorte de frustration, puis on est obligé de dire non tout le temps. Alors on va passer à l'aspect internaute. Alors ça, c'est toujours dans l'Eure, c'était un champ de lin. C'était beau, voilà, mais ça représente les internautes. Alors on va voir les chiffres. On est à près de 3,9 milliards d'internautes dans le monde. C'est là où on voit que ça n'a aucune commune mesure avec ce que l'on a pu imaginer. 3,9 milliards. Vous voyez les taux de pénétration. De toute façon, ça, c'est dans le PowerPoint que je vous ai laissé, donc on ne va pas tout détailler. Mais en tout cas, pour montrer qu'on est à près de 52% de la population mondiale qui est internaute. La population mondiale, malgré les écarts énormes qu'il peut y avoir en termes de PIB, puisque c'est souvent corrélé, évidemment, même quasiment tout le temps, au PIB du pays, donc produit intérieur brut, mais en tout cas, des taux de pénétration qui sont très importants, les plus élevés en Amérique du Nord, et puis après, en Europe, vous voyez, 80%. Donc quand je vous disais 80% des flux qui viennent chez nous ou qui partent sont en Europe, d'où l'importance, évidemment, d'être en ligne. C'est vraiment quelque chose. Réemprunter à notre vraiment grand astronaute Thomas Pesquet, c'est l'Europe, vue la nuit. Voilà, je pense que là, vous voyez tout seul. On voit malheureusement l'Angleterre qui part,
qui s'éloigne de l'Europe. Alors voilà, ben là, elle est encore dans le tableau qui est là, ce n'est pas le nôtre, celui d'Eurostat. La Grande-Bretagne est encore à gauche, Royaume-Uni. Mais après, vous voyez, c'est le taux de pénétration des achats, c'est le pourcent d'Européens qui ont commandé via l'Internet à titre personnel. Donc c'est la comparaison 2012-2016. Alors vous voyez, du coup, les pays qui achètent le plus en ligne, donc Royaume-Uni, bon, Danemark, voilà, le Luxembourg, la Suède, l'Allemagne, les Pays-Bas, la Finlande et puis la France, donc, qui est à cette position-là. Puis après, donc, on a bien effectivement davantage d'internautes dans les pays anglo-saxons, dans le nord de l'Europe, et moins, enfin, toutes choses égales par ailleurs, dans les pays du Sud. Alors c'est dû à des tas de raisons. Hein. Donc, il y a l'aspect du PIB, il y a l'aspect du climat, la manière aussi de parler aux autres, etc. Il y a plein de raisons, donc je ne vais pas m'étendre là-dessus. Voilà. Et puis voilà, hors UE, vous voyez la Norvège, la Suisse, l'Islande, voilà. Autre photo, Thomas Pesqueyen, la France internaute cette fois-ci. Alors, l'évolution du taux d'internautes, on est à 87% des Français de 15 ans et plus qui sont internautes, donc 13% ne le sont pas encore. Mais enfin, on est à près de 47 millions de Français qui le sont, donc les autres, il ne faut pas les oublier. Mais de toute façon, même sur les Français qui le sont, ça ne veut pas dire tout mettre en ligne. Il y a souvent, là aussi, c'est ce qu'on apprend quand on peut l'apprendre aussi avec moins de 30 ans, hein, bien entendu, parce que sinon ce serait un peu difficile. Mais ce qu'on apprend, c'est que on peut pas. C'est pas parce que par exemple la voiture est apparue que le vélo n'est pas utile, puisqu'on revient même au vélo. C'est pas le cheval, on continue à s'en servir. Et en termes de moyens de transport, l'électricité revient, le tram, quand on avait enlevé les rails, on les remet. Je veux dire tout ça, les filobus. Donc ça veut dire quelque part que les innovations, là aussi, ça ne veut pas dire tout remplacer par une innovation. Ça veut dire qu'on va intégrer cette innovation dans le mode de vie des gens. Ça veut dire le multicanal. Ça veut dire qu'on va aussi continuer à communiquer sur des panneaux d'affichage, à faire des annonces, évidemment, à la radio, à la télévision, etc. Tout ça, ça se complète très bien. Ça ne veut pas dire remplacer tout par le tout. Ça veut peut-être, par contre, faire évoluer les brochures moins épaisses, plus petites, moins thématiques, peut-être plus qui décrivent globalement avec le reste qui est en ligne. Donc tout ça, c'est une énorme évolution aussi, mais ça ne veut pas dire tout enlever d'un coup dans tous les domaines. Ça, c'est pris de l'avion en allant à Rome. C'est le lago di Bracciano, qui est une très belle région au nord de Rome, où habite mon frère. Là, on voit la ville de Bracciano. On peut se baigner dans le lac. C'est la réserve d'eau qui est là, très basse, de la ville de Rome. Parce qu'il n'y a pas plu depuis très longtemps. Alors, l'évolution des e-touristes, 40% donc en 2006, en 10 ans, on est à 77%. Donc, alors les e-touristes sont les Français partis qui ont préparé. On pose bien la question, préparer. C'est-à-dire, oui, passer du temps, regarder des sites, des pages, comparer, etc. C'est préparer, c'est pas zapper très rapidement, comme les statistiques peuvent donner, par exemple, par Google. C'est vraiment préparer. Voilà, en passant du temps. 77% qui ont préparé. C'est-à-dire, vous avez, en gros, en 10 ans, 14 millions de Français qui ont préparé leur séjour en ligne. C'est absolument énorme. Donc vous comprenez bien les bouleversements qu'il peut y avoir dans toutes ces notions d'infomédiation, d'intermédiaire de l'information, qui sont nées du coup avec l'Internet et qui prospèrent. Et d'ailleurs, vous le savez bien, avec une grande dépendance des acteurs de l'information, de la production ou de l'information que vous êtes, pour être dans ces passages obligés d'infomédiaires. Donc, je n'ai pas le temps de développer, évidemment, mais un énorme enjeu derrière tout ça. Ça, c'est récemment, on a eu le jubilé impérial à Rueil-Malmaison. Alors, donc, il y avait des spectacles de cavaliers. Alors, c'est pas facile de le prendre juste quand il se cabre. En fait, quand un cheval se cabre, sauf quand il est dressé, c'est qu'il n'est pas content. Mais ça peut être aussi un hommage à Jean Rochefort. Et puis, vous savez, le M-tourisme est arrivé sans se presser, mais en se pressant, en fait. Sa chanson de Zo, allez, on passe. Et en plus, vous avez vu, regardez le cheval, regardez les pattes arrière et les pattes de devant, regardez le graphique. Ah ouais, non, mais je sais bien. Voilà, c'est ça.
En tout cas, vous voyez, là, ce n'est pas sur 10 ans, puisqu'on ne pouvait même pas le mesurer il y a 10 ans. On ne pouvait pas le mesurer. Donc 2009, du coup, on a commencé à le mesurer, parce qu'on voyait que ça, évidemment, ça arrivait. On a commencé à cabrer le cheval. 2009, donc 1,2 million de Français partis qui ont préparé et réservé sur, à l'époque, smartphone, et un début de tablette avec l'Apple, iPad. 53% en 2016, 53%, près de 17 millions, enfin, c'est en plus par rapport, donc, vous voyez, en 7 ans, c'est du jamais vu. C'est jamais vu. Et donc, plus de 18 millions de Français actuellement qui font ça. C'est vraiment. Et rien qu'entre 2015 et 2016, il y a eu 15 points de plus de croissance sur la mobilité. Donc voilà, c'est quelque chose de fabuleux. Alors justement, il y a un impact. Alors c'est dommage que les finances, c'est coupé, oui. Bon, je sais pas. Ça, c'est la faute de Laurent. Hein. Ludovic, pardon. Ludovic, Laurent, il est pour rien. Je laisse tranquille, c'est Ludovic. C'est coupé, c'est pas grave. Alors c'est pris à Rome, parce que vous avez vu, on arrivait sur Rome, donc ça y est, on y est. Forum. Voilà, l'impact du M-Tourisme sur les séjours. Voilà, 65%. Il y a un impact sur l'organisation des séjours des Français avec le M-Tourisme. Voilà. Donc ça, c'est vraiment quelque chose de très important, parce que je vous le disais tout à l'heure, ils partent avec un budget contraint, mais ils gardent du budget de côté quand ils ont leur smartphone ou leur tablette, parce qu'ils vont pouvoir choisir sur place ce qu'ils vont dépenser. Ça veut dire qu'on va ajouter une nuit, ou on va ajouter un restaurant, un musée, une citadelle à visiter, etc., une activité de loisir. Tout ça, ça va se faire parce qu'on est connecté sur place. En plus, vous avez vu l'énorme évolution sur le roaming. Ça y est, maintenant, les Européens qui viennent, c'est le même tarif. Nous aussi, quand on va à l'étranger. Donc ça, c'est très important, cette révolution du M-tourisme dans la manière d'utiliser donc les données touristiques et de réserver sur place. J'accélère. Ça, c'est pris en sortant de chez moi très rapidement. Il faut se dépêcher dans ces cas-là. C'est pour la perception des agents de voyage, mais c'est toujours des spectacles magnifiques, éphémères. Voilà, comment les agents de voyage justement perçoivent la préparation des séjours en ligne par les clients. Et là, je vous ai mis ce résultat, parce qu'il est très important. Et c'est peut-être quelque chose aussi ce qu'on peut voir dans les offices de tourisme. Parce qu'en 2016, là, ce baromètre-là, on vient de finir juste le terrain. En 2016, 41% des agents de voyage disaient c'est un avantage. Donc, ce n'était pas, vous voyez, en 2017, un an après, maintenant, même les agents de voyage, pour qui l'Internet est une concurrence, l'Internet au global est une concurrence, 45% maintenant estiment que c'est plutôt un avantage, Et vous voyez, le 34 à 44 pour ni l'un ni l'autre, ça veut dire que clairement, on est plutôt sur un avantage. Donc ça, c'est important. Ils se sont habitués et on leur a demandé en ouvert pourquoi c'est un avantage ou un inconvénient. Et c'est des choses qu'on peut retrouver. L'avantage, c'est que... Alors, on va commencer par les inconvénients. Les gens arrivent souvent en disant mais moi j'ai vu ce prix-là et tout, alors il faut leur expliquer que ce n'est pas forcément le même type de prestation qu'ils ont vu, etc. Donc ça, c'est tout un débat autour du prix. C'est le risque qu'ils viennent en agence pour préparer, puis après qu'ils réservent en ligne. Mais donc, justement, il faut qu'ils arrivent à les capter. C'est les avis. Très souvent, les gens lisent des choses, alors ils sont obligés de leur dire, mais ça, c'est pas forcément viable et tout, parce que vous savez que les Français lisent énormément les avis et sont influencés par ça. Et puis, souvent, des clients qui arrivent mieux informés par les agents. Donc ça fait réfléchir sur toutes les éductours et la formation qu'il faut faire à tout, mais même dans les offices de tourisme de la même façon, à tous les gens qui accueillent. Et puis, moins de découvertes, parce que les gens ont un petit peu découvert avant. Et les avantages, c'est finalement, on cible mieux les propositions qu'on fait aux clients, puisqu'ils sont déjà un petit peu préformés à la destination. Donc, un gain de temps, quelque part, par rapport à la gestion de la file d'attente. Et puis... on met en avant sa valeur ajoutée puisqu'on est face à quelqu'un et donc on va exprimer des choses en tant que conseiller professionnel. Voilà. Et puis c'est une marque de confiance du coup de discuter avec eux, d'essayer de les convaincre et de dire que finalement ils ne sont pas plus chers que les autres. Donc on va aller rapidement. Oui. Alors ça c'est pris en revenant de Rome cette fois-ci. Très voilà, ben oui, très. Voilà. Le Mont Cervin, 4478 mètres. Bon, qui est entre le Valais et la vallée d'Aoste, donc Suisse-Italie. Bon, alors, pour la réservation en ligne, vous voyez là,
Ça augmente évidemment. 50%, un Français sur deux qui a réservé en ligne tout ou partie de son séjour. Sur l'ensemble des Français partis, parce qu'évidemment, quand vous partez en long séjour marchand, le pourcentage augmente, ou en court séjour marchand, parce que là, il y a aussi ceux qui ont pris du long séjour non marchand dedans, qui sont comptés parce qu'ils ont pris peut-être une activité. En tout cas, 50%, 17 millions de Français, c'est un chiffre qui est vraiment à retenir. Et du coup, alors ça c'est pris dans le jardin, mais je vais très vite, puisque... Alors les papillons, vous savez que c'est brother, c'est fureté un papillon, c'est... voilà, bon, vous regarderez. Les définitions en ligne, puisqu'on n'a pas le temps. Donc, taux de conversion, 65%. Donc voilà, le taux de préparants aux réservants, c'est énorme. C'est un taux... donc les gens, encore une fois, ils ne font pas que butiner, puisqu'ils vont vraiment, du coup, prendre le pollen et faire du miel. Ouais, tiens, c'est pas mal. Bon, non, mais je me dépêche. Satisfaction et confiance des agents de voyage. Alors ça, c'est pris au bord de la Seine, comme vous le voyez, avec des gens qui créent des petits... où tout le monde peut y aller pour danser. Voilà, quand on dit que Paris n'est pas friendly, c'est pas vrai. Alors, satisfaction des agents de travail dans ce secteur. Regardez, les agents de voyage. C'est pour ça que je voulais le montrer, parce que c'est incroyable. Entre 2016 et 2017, on est passé de 25%, oui, je suis satisfait de travailler dans le secteur, à 61% qui sont satisfaits toujours, mais qui ont confiance dans l'avenir. Donc ça, c'est quelque chose que vous pouvez peut-être aussi ressentir, et cette énorme augmentation du taux de confiance. Voilà, bon, 4 minutes, et encore, je crois qu'on a démarré à 11, 3 minutes près. Oui, donc, tu nous avais quand même habitués à bien mieux gérer ton timing. Qu'est-ce qu'il faut pas Bravo entendre. Guy, merci. Allez, merci.